Alors en fait, la journée commence plutôt doucement. Pour nous, ça commence sur le secteur de Châteaurenard, dans la vallée de l'Ouanne. Et en fait, ça commence parce qu'on a des éleveurs qui nous alertent pour qu'on les aide à déplacer en fait des animaux qui sont dans des prés, dans la vallée du cours d'eau. La problématique, c'est que ce n'était pas une crue classique de saison, parce que dans le département du Loiret, on attend tous, enfin on le craint tous, une grande crue de la Loire. Or, en fait, la Loire était relativement basse. On était plus préoccupé par la Loire, c'est-à-dire on a regardé la Loire, plus que le canal. On a été quelque peu surpris au départ d'avoir des inondations qui venaient plutôt du loin, et puis également du canal. Une pluviométrie qui était exceptionnelle sur le début de l'année, avec un mois de mai extrêmement pluvieux. Donc fin mai, les sols sont saturés en eau, la forêt d'Orléans est saturée en eau, et l'eau peut se déverser malheureusement sur les points les plus bas finalement. Et le canal est un des points bas aussi par endroits. C'est plutôt petit à petit qu'on s'est aperçu qu'il y avait un vrai risque d'inondation générale dans le département. Et on commence à avoir des premières alertes qui nous arrivent sur le Montargois. Et à partir de là, ça va être la montée en puissance sur l'agglomération montargoise, avec le point d'orgue de cette journée qui arrivera dans la nuit, et le niveau le plus haut qui dépassera de mémoire d'une vingtaine de centimètres, la crue record de 1910. À une vitesse jamais connue, parce que c'est un débordement. D'abord, le canal n'avait jamais débordé là, jamais. De l'histoire du canal, jamais. On a eu pratiquement une journée ce qu'on avait d'habitude en un mois. Des pluies 24 heures sur 24 pendant une dizaine ou une quinzaine de jours. On a eu 1,50 m d'eau en 1h30. Tout le centre-ville, y compris la place du Paty, y compris la place de la République, y compris la place Giraudet. Il y avait le canal qui avait débordé du côté de Montcresson, parce qu'il y avait une rupture du canal. On était un peu surpris non pas par le fait d'avoir des inondations, mais par la localisation, et puis certaines qui étaient inattendues, comme l'autoroute, comme l'arrêt Trèves avec l'inondation de Gilly et du centre pénitentiaire. Ici, il y avait 1 mètre, si je regarde le pont derrière moi, vous aviez 1,50 m d'eau. Il arrivait tellement d'eau, on a eu de l'eau pendant 3 semaines. Tous les magasins de rez-de-chaussée étaient sous l'eau, y compris dans les caves. On a commencé à s'inquiéter, on entendait l'eau qui coulait dans la cave. Quelques minutes après, il y a eu coupure d'électricité et l'eau qui sortait par le parquet. Un peu de la panique parce que c'est pas elle rentre par les fenêtres ou autre, elle arrive par en dessous, donc il n'y a pas moyen de la stopper. On monte en priorité les dossiers professionnels, on monte l'informatique, on monte les livres, on monte tout ce qui les meubles. On peut plus ouvrir la porte ici parce que la pression de l'eau bloque la porte en fait. Donc on sort par les fenêtres et on évacue par les fenêtres avec ici une rivière qui est en train de passer en fait. Le loin est en train de passer dans la rue. On a fait du bateau par-dessus les clôtures. C'est vous dire à certains endroits l'eau qu'il y avait. L'eau sortait et vous savez ce qu'on appelle les bouches d'assainissement, c'est des trucs en fonte. Ça sortait comme dans une cocotte minute. Donc quand vous marchez dans la rivière, vous risquez de vous faire faucher les pieds ou de faire casser les jambes par une plaque d'égout qui flotte, et vous risquez, c'est ce qui lui arrive, passer à travers une plaque d'égout qui est partie. C'est dangereux après de se déplacer dans une zone inondée. Une personne est sortie et elle s'est fait emporter par le flux de l'eau et malheureusement elle est décédée. J'ai cette image-là d'être passé dans une vie où Chéty est une ville où on a une qualité de vie tout à fait remarquable, à une espèce d'ambiance de guerre où il faut tout organiser, il faut tout répondre, il faut faire 1000 choses et s'inquiéter de tout. Tous ces petits détails, alors ça reste du détail, mais quand on cumule un peu tous ces détails, toutes ces choses qu'il faut gérer, c'était assez incroyable. Les problèmes s'enchaînaient et devenaient de plus en plus graves parce que justement ils se cumulaient. Et là où il y avait le plus de dégâts, les maires ont été obligés de prendre des arrêtés pour que les habitants soient obligés de quitter leur maison parce que ça devenait quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc évacuation, mise en place des cellules d'accueil à la salle des fêtes, et nous avions déjà à l'esprit la possibilité ou le risque d'évacuation de l'EHPAD. 90 résidents quand même. Les gens imaginent que l'on va venir chez eux, pomper l'eau tout de suite. En fait non, tant que l'eau monte, on ne peut rien faire. On ne peut que mettre en sécurité, éviter que les gens se retrouvent dans des situations dangereuses. On n'a pas de maîtrise, donc on fait ce qu'on peut, mais sans savoir, au bout d'un moment, on est obligé de jeter l'affaire
Et dire, de toute façon, je ne peux pas faire plus, il faut que j'évacue. J'étais avec des amis qui étaient venus m'aider, il ne fallait pas que je les mette en danger. Voilà, on part avec un sac à dos, nos papiers, on met en sécurité à l'étage les photos, les documents administratifs, et puis tout ce qui est au rez-de-chaussée, on part avec beaucoup d'appréhension quand même aussi, mais beaucoup de peur. Moi, personnellement, j'ai eu très très peur. Sur le moment, on ne ressent rien. On y va. Il faut faire les choses. Nous, ici, notre travail, c'était de coordonner l'ensemble des opérations et de dispatcher les moyens. Et puis de se garder aussi des ressources pour pouvoir tenir dans le temps. Le département du Loiret, il était très impacté. Les routes, d'abord, qui étaient coupées, des ponts qui menaçaient de s'écrouler. L'autoroute bloquée, avec 1 mètre d'eau sur l'autoroute qu'on n'avait jamais vu, avec une centaine de camions bloqués, avec 200 voitures au milieu des voies et entre deux étendues d'eau. Au plus fort de la crise, c'est au 1er juin, on avait un tiers des routes qui étaient coupées. L'eau est arrivée très vite puisque en l'espace de 2 jours, on a eu 2 mois de précipitations. On est allé sur place dans un certain nombre d'endroits. Et puis ce qui a été très impressionnant pour moi et rassurant, c'est que finalement, en très peu de temps, que ce soit les services du département, les services de l'État, tout le monde s'est mis autour d'une table pour essayer d'apporter chacun dans son domaine les solutions aux problèmes nombreux qui se posaient. Parce que quand vous avez des gens bloqués, même s'ils restent dans leur maison, il faut pouvoir leur apporter de la subsistance, il faut collaborer. Le SDIS fournit les bateaux, les collectivités préparent la logistique et puis des personnels pour aller porter à manger aux gens. Voilà, on a eu tout un travail collaboratif qui a été très enrichissant et qui nous a beaucoup rapprochés avec beaucoup de services. 300 bénévoles qui sont venus spontanément nous aider. Les gens sont venus à la mairie toquer à la porte en disant « moi je suis tranquille chez moi, je peux venir aider ». Grâce aux solidarités entre voisins, voilà, qui se sont portés secours, les uns aux autres, avec notamment des maisons qui avaient un étage où on a pu réfugier des personnes. Et après, tous les élus du coin, toutes les communes du coin sont venus nous aider. Ils ont ramené du matériel, des pelleteuses, des pompes, des barres. On a travaillé ensemble, main dans la main. On se rencontrait pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. En tout cas, on se téléphonait tout le temps. On a ouvert sur notre espace culturel Georges Sand, où j'avais organisé la cellule de crise, une restauration matin, midi et soir. Mais les gens ont trouvé facilement des solidarités chez les voisins, des connaissances, dans la famille, etc. Mais ils ont ressenti le besoin de revenir au moins passer un repas, boire un café. Puis je crois que de pouvoir se revoir entre voisins, c'était un point de repère important. Et peut-être trouver un peu de sérénité par ces repères que représentent effectivement les voisins et la vie locale, la vie de quartier. Et on a pu rentrer dans la maison vraiment que le surlendemain. De toute façon, on a ouvert la porte, on a bien vu la marque de l'eau au niveau des interrupteurs, c'était passé par-dessus le plan de travail, le frigo était tombé par terre, tous les meubles avaient pris l'eau, tout était dégradé et irrécupérable, quoi. Donc quand on ouvre la porte de chez soi et qu'on voit ça, on ressent on est dégoûté. Clairement, on est dégoûté et triste. Triste, nous, c'était une maison qu'on venait de refaire entièrement, notre premier achat immobilier. On se dit, sur le moment, on se dit que c'est insurmontable. On se dit, c'est pas possible, tout est détruit. Donc, ouais, c'est triste, c'est rageant. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu, qui ont perdu leur maison complète parce que les dégâts sont tels qu'il faut tout abattre et reconstruire, ou pour certains qui ne pourront peut-être même pas reconstruire au même endroit. Donc c'est vrai que c'est des choses qui nous touchent. Je me souviens qu'il y avait le frigo et le congélateur qui étaient au milieu de l'entrée. Donc on se demandait comment ils avaient pu atterrir là, surtout qu'ils étaient plus debout, ils étaient couchés. On avait des choses assez lourdes, des meubles assez lourds, des buffets en bois massif, plein de choses. Et tout avait bougé, ça a été choquant en fait, de voir que l'eau avait une telle puissance, une telle force, c'est surprenant. Aller faire le tour des maisons, puis commencer à nettoyer, commencer à vider, commencer à aller dans la phase, j'allais dire, de reconstruction et de nettoyage. Des tonnes de gravats et de meubles qui traînaient dans les rues. Et une fois que le canal a repris son niveau normal, qu'il a pu s'échapper dans la Loire, on a pompé, on a pu faire venir après les gens au bout du 10e jour, quelque chose comme ça. On n'a pas eu ni de blessés, ni de disparus. Je peux vous dire que
nous avons eu, je dis pas de la chance, mais voilà, ça a été grâce aux précautions qu'on a pu avoir. Nous avons dû en tirer des leçons. Il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience. Il a fallu analyser comment le canal est devenu un endroit qui a reçu toutes les eaux de la forêt d'Orléans, comment ce canal est devenu un espace où la crue s'est étendue. Je pense à Fayologe ou je pense à Chessy, là où le canal vraiment c'est le canal qui a généré des grosses inondations. Donc comprendre le phénomène pour en tirer les leçons. Le département a décidé d'engager une étude pour comprendre ce qui s'était passé. Cette étude a permis de modéliser la crue de 2016 et à la suite de ça, un programme d'aménagement a été défini pour essayer à l'avenir de limiter les crues. Je pense qu'il était assez logique que le département reprenne le canal pour faire en sorte justement que ce qui est arrivé il y a maintenant 10 ans puisse être... On ne peut pas dire que ça n'existera plus, mais en tout cas, il y aura eu un certain nombre de décisions qui ont été prises pour amoindrir les conséquences d'une telle inondation. La particularité du canal d'Orléans, c'est qu'il y a plusieurs écluses. Les travaux qui ont été menés sur les écluses que l'on peut manœuvrer, c'était de faire en sorte de permettre d'ouvrir l'ensemble des écluses pour faire passer l'eau en amont lorsqu'il y avait un risque de crue, pour complètement annuler l'écluse. C'est pour ça qu'on a mis en place des clapets. On a retravaillé l'ensemble, une bonne partie des berges. On a travaillé sur beaucoup d'ouvrages hydrauliques, mais notre action ne s'est pas arrêtée sur le canal, il s'est aussi étendu sur l'ensemble des étangs d'alimentation, les 14 étangs d'alimentation, pour faire en sorte que les rigoles d'alimentation soient entretenues, faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans le canal, qu'il n'y ait pas d'embâcle et d'avoir une vision globale sur l'ensemble de ce secteur. Deux principaux axes, la prévention à travers la mise en place d'un système d'alerte qui permet d'anticiper les crues et de prévenir la population. Et puis un programme plus opérationnel qui devait nous permettre de mieux gérer les flux d'eau et les débits d'eau en les atténuant ou en les anticipant. Les aménagements qui sont faits sont là pour atténuer le plus possible la crue et surtout nous faire gagner du temps, le cas échéant, pour évacuer les populations et mettre en sécurité les biens et les personnes. La balade du bord du canal est pour nous une balade quasi hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, on est quand même, alors je sais pas si c'est plus vigilant, mais on observe ce qui se passe. On a vu qu'il y avait eu des investissements de nettoyage, d'aménagement. Une part de notre patrimoine qui a été beaucoup plus investie dans son entretien, dans la manière dont il est aussi pris en compte par les habitants autour du canal. Par exemple, aujourd'hui, dès qu'il pleut un petit peu trop longtemps, sur des longues périodes, un petit peu trop fort, ça me fait peur. J'ai été pendant longtemps aussi, après les inondations, à faire des cauchemars. Enfin, c'est une vision qu'on a toujours. Moi, je revois toujours toutes ces ambulances alignées, je revois ces reconnaissances sur l'autoroute en barque. C'est des choses qu'on ne s'attendait pas et qu'on n'avait jamais vues. Je pense que ça fait partie des choses qui font qu'aujourd'hui, quand il y a une montée des eaux, ça me provoque du stress et peut-être un petit traumatisme, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est stressant quand même. Ça a été une expérience difficile. On sent toujours la crainte des élus aussi par rapport à ceux qui ont connu 2016. On sent toujours la crainte dès l'instant où il y a un phénomène pluvieux important, qui ont été rassurés par nos services parce que justement du fait qu'il y a cette gestion maintenant, qui est une gestion qui est très rigoureuse par nos services sur l'anticipation. Et là, ils sentent bien qu'il y a vraiment, ça a changé. En gros, que depuis 2016, on a tiré les leçons de l'événement. Ça a été une période dure, physiquement, mentalement, mais c'était une période humainement hyper enrichissante. De voir les hommes et les femmes du SDIS, que ce soit les personnels sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, mais les personnels administratifs aussi, qui sont venus pour répondre au téléphone au 18 parce qu'on avait beaucoup d'appels, qui sont venus pour renforcer les équipes parce qu'il faut assurer le soutien logistique derrière. Ça a été un grand moment humainement. Et également avec les autres services. Le conseil départemental et le service des routes, avec toutes les routes bloquées, l'interaction qu'on avait tous les jours. Ce que je garde de cette période-là, c'est vraiment la solidarité entre voisins et ce qu'on a vécu. Moi, mon mari travaillait, j'étais toute seule à la maison avec les enfants. Tout le monde est venu prendre soin de voir si je gérais la chose. Pas besoin d'appeler les gens. En fait, dès qu'ils ont vu l'eau monter, c'était un peu aussi le signal de voir l'eau monter dans notre jardin. Tout de suite, les gens plus ou moins proches, tout le monde est venu donner un coup de main, venir apporter ce dont il avait besoin, me dire si j'avais besoin d'avoir les enfants. Donc vraiment une vraie solidarité, alors qu'avant on avait une bonne entente parce que non confrontés à des difficultés.
Et c'est quelque chose qui a perduré, c'est vraiment quelque chose aussi qui reste dans nos mémoires sur la manière dont on a affronté cette étape ensemble. J'ai l'habitude de dire que c'est le pire événement qui soit arrivé, mais le meilleur. Parce qu'on se rend compte que quand il y a un vrai problème, et on l'a encore vu là cet hiver à travers la France, toutes les inondations qu'il y a eu, on se rend compte que les gens sont capables de se serrer les coudes et de travailler ensemble, quoi, et de mettre de côté leur petite chicanerie du quotidien. Donc ça c'est vraiment le côté qui fait vraiment chaud au cœur. Voilà.